qui nous propose encore, comment dire, une vision des Alpes, parce que quels sont les bruits des Alpes, et on va voir comment elle nous raconte tout ça, parce qu'on a l'habitude de parler des images des Alpes, des cartes postales, du paysage, on a parlé des langues alpines, de l'identité alpine, et là ce sera le monde sonore. Merci. Merci de m'avoir invité ici. Je dois vous avouer que je suis un peu dans l'embarras parce que je n'ai aucune compétence de celles qui ont été monopolisées ici jusqu'à maintenant. Et en plus, j'ai un handicap. Ça fait 2 semaines que j'ai eu une rencontre avec un chien un peu, disons, violente. Et je n'ai pas pu vraiment préparer mon PowerPoint comme je voulais. Je suis désolée, je m'en excuse déjà. Donc, je vais faire circuler déjà ça, merci, parce que ça peut aider dans ma présentation. Donc, tendre l'oreille, les Alpes et le sensible, je vais parler de sonorité, bien entendu, je ne vais pas seulement parler de son, en quelque sorte, mais je vais parler plutôt d'écoute, je vais expliquer en quelques mots par la suite. Là, je voulais juste vous informer que cette photo a été prise par des collègues de l'Haute École d'art de Sierre, avec lesquels j'ai collaboré sur un projet sur le Val d'Airain, juste parce que je n'ai pas mis la légende, mais qui dit tout en effet du fait que nous, en tant que chercheuses et chercheurs, on a quand même toute une stéréotypisation à prendre en compte, parce que bien sûr, lorsqu'on parle des sons nous-mêmes, on parle toujours de la nature et on pense souvent à des aspects plutôt naturels. Donc, je suis une historienne, donc je parle en tant qu'historienne, même que je côtoie volontiers d'autres disciplines. Je suis une historienne contemporanéiste et je travaille beaucoup sur les questions sonores en lien avec la radio. Et depuis quelques années, je m'occupe vraiment de sonorité dans le sens plus large du terme. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une espèce de work in progress, donc ce n'est pas un travail vraiment très très approfondi, cela fait seulement quelques années que je travaille là-dessus. J'ai co-coordonné 3 volumes, dont un qui est un catalogue d'une exposition à Sion, si jamais vous avez l'occasion et l'envie d'y passer, qui sera ouverte jusqu'en janvier 2025 et qui parle du Valais sonore. Donc c'est aussi une approche très intéressante. Pour moi, c'était une très belle expérience. Il faut dire que l'histoire, comme je ne dirais pas la plupart des fois, mais souvent arrive un peu en dernière par rapport à d'autres disciplines. Et d'abord, il y a eu d'autres disciplines qui se sont intéressées aux sonorités, notamment je pense à l'anthropologie, dont vous faites en bon partie, la philosophie, etc. Et l'histoire, depuis quelques décennies aussi, s'occupe des sonorités et du sensible plus en général. Disons, je dirais que ça fait quelques décennies, en effet, que l'aspect en lien avec les sens ou le sensorium est très convoité par toute une série de disciplines en lien avec les sciences humaines et sociales. Cela dit, comme toujours, il n'y a pas un moment de départ, puisque en effet, au moins pendant le XXe siècle, et là je cite Lucien Febvre, que parmi les premiers à penser aux sensibles et aux émotions, on avait déjà pensé à prendre en considération cet aspect dans le cadre des études historiques et pas seulement. Tout simplement, les historiens, comme toutes chercheuses et chercheurs, est plongé dans un contexte social qui est le sien, et donc d'autres questionnements plus importants apparemment ont paru, et l'histoire a pris d'autres voies. Et cela seulement depuis comme je disais, quelques décennies qu'on a commencé vraiment à introduire avec, disons, le renouveau de l'histoire et avec l'arrivée vraiment des études culturelles, on a introduit aussi les aspects plus en lien avec le sensible. Des aspects plus en lien avec le sensible qui ont pris des voies très différentes. Alors, si jamais on aura le temps, probablement pas, je peux revenir sur ces aspects plus théoriques, parce que c'est vrai qu'ils arrivent de plusieurs axes. Je peux penser vraiment à tout ce qui était l'écoacoustique, la bioacoustique, les aspects plus en lien avec l'histoire du sensible auxquels je me rattache,
et aussi à l'ethnomusicologie qui a beaucoup changé avec toute une réflexion autour des sonorités, je pense à Stephen Feld, etc. Donc il y a différents axes que, disons, à partir des années 70, ont commencé à réfléchir aux sonorités dans un sens plus large du terme. Et on est arrivé, disons, à la fin du XXe siècle avec une espèce de, disons, boîte dans laquelle on fout un peu tout parfois. Et en général, c'est les studies, parce que les anglophones nous donnent ces définitions. Dans le cas des sound studies, qui sont vraiment une discipline qui s'est développée et qui a désormais des instituts, des revues de référence, etc. Les sound studies qui s'occupent en effet d'une histoire culturelle et sociale des techniques d'enregistrement aussi, mais qui sont élargies et ils prennent en considération tous les aspects en lien avec les sonorités. Et je vous ai mis une citation de Jonathan Stern qui est un peu la référence par rapport au développement des sound studies, où il explicite un peu qu'est-ce qu'en effet on fait si on travaille sur les sonorités. Donc il dit le point de départ de cette histoire consiste à appréhender le son et l'écoute comme des problèmes historiques plutôt que comme des constantes sur lesquelles bâtir une histoire. Donc l'idée au fond c'est celle-là, c'est de dénaturaliser la question des sons en général et des sons en particulier dans mon cas. L'écoute est bien sûr subjective, mais l'écoute est aussi faite d'une construction culturelle et sociale dans laquelle on est plongé. Et donc, les historiens qui ne sont pas des psychologues ni des neurologues ne vont pas travailler sur la subjectivité de la personne, mais ils vont travailler sur la construction sociale et culturelle de ces sonorités. Donc, en effet, à partir de là, on a commencé à s'intéresser différemment aux sons qui nous entourent. Il faut rappeler que les oreilles n'ont pas de paupières, comme dit Michel Chion, et que donc, nécessairement, voilà, on est tout le temps immergé dans des sons. Et l'aspect qui est un peu, disons, controversé, c'est que depuis longtemps, on dit qu'on est plutôt dans une culture du visuel, et que donc nécessairement l'aspect de sonorité nous échappe un peu. Peut-être que dans vos études sur les langues, vous avez eu aussi cette impression, vous avez aussi mené des études par rapport à ça. C'est un peu controversé parce que donc, voilà, il y a aussi des autres points de vue d'ouïe. Mais en tout cas, c'est vrai que sur les sons, on a très peu travaillé par rapport à comment on a travaillé sur le visuel pendant le XXe siècle. Et l'idée est vraiment celle de comprendre un peu comment ces sonorités se développent. Donc, je vais sauter vraiment la partie théorique pour ne pas aller trop loin, mais je voulais quand même vous donner encore une citation qui me paraît tout à fait intéressante de Hildegard Westerkamp, qui nous dit vraiment l'idée de l'étude sur les sonorités. Donc chaque son ou paysage sonore a ses propres significations et expressions et est comme un mot parlé. Je l'ai choisi puisque vous travaillez sur ça. Il y a quelque chose à dire sur les comportements de tous les êtres vivants et leur relation avec l'environnement, sur les habitudes d'écoute et de production des sons. Donc, à partir de là, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux sonorités, j'ai remarqué qu'il y avait des travaux très intéressants. Je pense au Cresson, par exemple, que certains parmi vous connaissent, et qui ont travaillé beaucoup, et depuis longtemps, le Cresson est là depuis les années 80, qui ont travaillé beaucoup sur les aspects de sonorité. Et ils ont travaillé aussi avec une approche souvent très historique, presque d'archéologie sonore, c'est-à-dire qu'on va récupérer les éléments qui nous permettent de comprendre comment ce quartier, cette ville, ressonnait à une certaine époque. Et on a fait des travaux assez extraordinaires, avec des fous de micro, je dirais, qui ont même, je pense notamment à Mylène Pardoun, qui a travaillé sur un quartier de Paris et qui ont vraiment reconstitué toutes les sonorités d'un quartier
de l'époque en partant de sources écrites, bien entendu. Mais là, c'est un pan, si vous voulez, de ces études. Pour ce qui est de nous, historiens, nous sommes plus intéressés à l'écoute, c'est-à-dire à l'appréhension des sonorités. Donc, on ne va pas nécessairement travailler sur l'archéologie sonore, on se pose la question de quelles sont les sonorités dans une époque donnée, dans un espace donné, bien entendu, mais ce qui nous intéresse, c'est comment les gens ont perçu ces sons et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces sonorités. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et en travaillant, en lisant autour de ça, on s'est aperçu qu'en effet, les Alpes n'étaient pas très fréquentées. Alors, nous savons qu'il y a toute une tradition très importante d'études très approfondies sur les musiques, par exemple, sur tout un aspect, un pont d'aspects en lien avec les sonorités, mais il est vrai que des aspects plus, disons, en lien avec cette approche large, donc prise en compte de tous les sons, que cela soit paysage sonore, et là je devrais ouvrir une parenthèse et voilà, parler d'une minute sur pourquoi on les appelle paysages sonores ou pourquoi pas, parce qu'il y a toute disons, une dispute là autour, mais en tout cas tout l'environnement sonore qui nous entoure, donc que cela soit les sons de la nature, le son mécanique, les voix, les vocalités, l'oralité, etc., il n'y avait pas encore beaucoup de choses qui avaient été faites. Et donc, à partir de là, on a, avec des collègues, commencé, on ne pense pas d'être des pionniers nécessairement, mais il y a très peu de travaux, et donc on a commencé à travailler là-dessus, et on a co-coordonné, pour l'instant, 3 volumes qui, disons, essayent d'aborder la question avec toute une série de disciplines diverses et variées qui vont de la bioacoustique au droit, en passant pour tous les aspects d'études culturelles qui sont ceux qui m'intéressent le plus. Et c'est à partir de là que je voulais vous faire une petite proposition, un petit excursus autour de toute une série d'aspects qui peuvent peut-être vous donner des pistes par rapport à la question des sonorités alpines. Donc, je ne vais pas vraiment approfondir ces aspects, mais je vais juste toucher quelques moments à travers des citations. J'ai choisi un peu cet aspect parce que c'était plus facile pour moi. Et en plus, en tant qu'italophone, je gesticule et je dois dire qu'avoir une main comme ça me pose vraiment un problème. Je me rends compte que je n'arrive pas à parler comme j'aimerais. Bon, tant pis. Alors, il faut penser que les Alpes, et vous le savez mieux que moi, puisque vous travaillez sur cette région, sont vraiment une région qui a beaucoup de représentations. Elle est chargée de représentations. Et donc, en quelque sorte, et depuis longtemps, au moins depuis l'époque moderne. Et donc, en quelque sorte, les sonorités, comme tous les autres sens, accompagnent un peu ces représentations. Et ce sont des représentations qui commencent assez tôt, commencent avec les premiers voyageurs qui vont dans les Alpes pour faire aussi, qui passent dans les Alpes ou qui vont dans les Alpes pour faire des recherches et pour, disons, connaître ces endroits. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on voit déjà un aspect qui m'intéresse particulièrement, c'est que, encore une fois, la construction des Alpes se fait par l'extérieur, tant par l'extérieur que par l'intérieur. Et on verra ça dans la question aussi des sonorités. C'est-à-dire qu'on voit qu'en effet, l'ouïe, ou disons l'oreille extérieure, aura un poids assez important et qu'en effet, il y a des croisements qui vont se faire. Donc, j'ai choisi une citation de Konrad Gensler. Nous sommes au XVIe siècle et dans son voyage en Suisse et notamment dans sa montée au Pilat, qui est désormais la montagne un peu de référence en cette période
pour ces voyageurs, il commence à parler aussi de la question de l'ouïe et de qu'est-ce que cela lui dit, en effet, par rapport à cette montagne. Et là, on commence à voir toute une série d'aspects qui vont revenir par la suite et qui vont arriver jusqu'au tourisme de nos jours. C'est-à-dire l'aspect vraiment de la nature, des sonorités de la nature qui sont très importantes, avec une distinction entre la ville et les Alpes, la ruralité qui est bien présente, et avec aussi des aspects en lien avec le silence, la construction du silence alpin, qui va devenir vraiment un topos par rapport à toute la question des sonorités alpines. On le verra par la suite, le silence va devenir aussi quelque chose d'autre. Et en plus, il y a déjà des aspects en lien avec des sonorités anthropiques, mais qui sont en effet considérées pas désagréables du tout. L'idée de nuisance va arriver par la suite et a d'autres aspects, elle est en lien avec d'autres phénomènes. En cette période, parce que voilà, par la suite, on aura tous les autres auteurs alpins que l'on connaît et qui vont travailler, qui vont aussi parler de cet aspect de sonorité, avec aussi la rudesse des Alpes, les sons des événements naturels qui sont très importants. Donc on a cette évolution qui va se mettre en place et des aspects qui ressortent de plus en plus, qui sont des aspects naturels qui vont être réinterprétés. Je pense notamment à l'écho, qui devient là aussi un moment significatif des résonances alpines, ou le des rivières, qui devient aussi un aspect très important. Ce qui m'intéresse, parce qu'après, en tant qu'historienne contemporaniste, je vais faire un saut temporel assez important, c'est que là, on a déjà un aspect qui revient et qui est celui de la vocalité. Dans ces ouvrages, on remarque que de temps en temps, on parle de la vocalité des hommes des Alpes. Donc l'homme alpinus, la construction qui va se faire par la suite de l'homme alpinus, avec tout ce que cela comporte, touche aussi la question de la vocalité ou de l'oralité. Donc on a bien sûr les belles chants de montagne qui sont déjà là, on a les musiques, mais on a surtout les bergers qui sont là, qui chantent d'une certaine manière, et surtout on a un usage modéré de la parole, qui va devenir aussi un élément important dans la construction de cette idée des personnes qui habitent, des habitants de la montagne. Donc déjà là, on voit qu'il y a cet aspect d'oralité qui ressort et qui est très important. Aspects qui, par la suite, deviendront presque évoqués comme des aspects identitaires et de construction de la mémoire. Identitaire avec, entre guillemets, culture, entre guillemets, sinon pas au niveau, mais quand même, c'est un aspect qui est très important. Et là-dessus, on a aussi des aspects, on commence, disons, à voir, et vous verrez que je fais un peu les sauts temporels, mais c'était pour faire des thématiques, dans ces bruits de la nature qu'on va avoir, plus on avance dans le temps, et puis on a aussi des références au fait que ces bruits ont un sens. Parce que l'aspect intéressant des sonorités, c'est qu'on leur donne un sens ou pas du tout. Et le fait de leur donner un sens ou pas du tout va changer complètement notre manière de les percevoir. Et en effet, on voit qu'il y a des aspects en lien avec, disons, les Alpes comme caisse de résonance, comme une espèce de lieu qui a sa spécificité sonore, qui revient dans tous les écrits qu'on a pu voir, et qui nous permettent de vérifier en effet que là, on a une sonorité qui a aussi une signification, c'est-à-dire une sonorité qui est utile, qui nous permet de jongler, de comprendre ce qui est en train de se passer, de comprendre même la météo, comme c'est le cas de cette citation. Donc, on emploie en quelque sorte les sonorités qui sont les sonorités alpines
pour en faire quelque chose de pratique. Et c'est un aspect aussi qui est très intéressant. Donc, ce sont des aspects qui reviennent à fur et à mesure qu'on avance dans le temps et qu'on peut travailler en tant qu'historien. Comme je vous disais, c'est plutôt des extraits que je vais vous proposer plutôt qu'un récit, une narration complète. Dans ce genre de sources, on arrive vraiment à retrouver des aspects qui nous permettent de comprendre comment le son a été perçu, comment il a été interprété, comment il a été employé aussi dans la vie de tous les jours pour comprendre mieux, disons, mieux utiliser l'espace. Et c'est un aspect qu'on va retrouver souvent. Il y a un aspect aussi qui est très intéressant pour moi, qui est celui en lien avec la construction des sonorités alpines. Et c'est une construction qui se fait petit à petit, malgré le fait que les Alpes, comme toute région, sont en train de basculer à un certain moment dans une période où les sonorités vont nécessairement changer. On bascule dans ce qu'on peut appeler la modernité. Et on le voit surtout à travers la question du tourisme. Donc le tourisme qui est fondamental dans le cas des Alpes, déjà à la fin du XIXe siècle, fait grincer les dents à quelques personnes. Et là encore, j'ai choisi deux exemples, un exemple externe et un exemple interne. Alors, l'exemple externe, c'est de 1896, et c'est un biologiste genevois qui est dans les Alpes, dans la région alpine en vacances, pour son plaisir, et qui écrit déjà avec cette idée que les sons de la modernité qui débarquent dans les Alpes vont changer complètement l'atmosphère et en quelque sorte, elles vont désenchanter complètement cette région. Et c'est un aspect très important. Je voulais vous donner cet exemple de la fin du 19e. Waouh. C'est la fin du 19e siècle, donc c'était juste pour vous montrer qu'en effet, cette question du tourisme qui, en quelque sorte, va changer vraiment le territoire est déjà présente. D'un autre côté, vous avez un témoignage de 1967 qui, pour moi, est très intéressant parce qu'il s'agit d'une situation assez particulière. Dans les Alpes, on commence à avoir les avions à partir des années 50, donc il y a un changement très important à niveau de sonorité, et il y a aussi déjà une lutte contre ces avions qui va se mettre en place. Dans le cas de ce témoignage, nous sommes dans le cadre de l'ère des glaciers, donc ces avions qui vont conduire en balai les touristes jusqu'au glacier, il y en avait encore, donc jusqu'au glacier, et qui suscite, disons, le désappoint de toute une série de personnes qui disent qu'il ne faut pas faire ça, parce qu'en effet, ça dérange la nature. Ce sont des personnes qui sont à l'extérieur. Dans ce cas-là, c'est un professeur de l'université de Lausanne, et la réponse des habitants, disons la réponse de ceux qui font ça, pour moi est très intéressante. À quoi bon réserver des zones de silence qui sont déjà naturellement protégées par le loi de la physique, là il faudrait voir, pour des touristes où l'absence de notre trafic aérien en montagne oriente ailleurs. Et là on voit cette tension qui est déjà présente et qui est déjà très importante avec cette construction du silence de la montagne qui se fait de plus en plus aussi à niveau du tourisme, au point tel que le silence devient une valeur économique. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, les agences immobilières vont vous parler du chalet dans la quiétude, la béatitude, mais à côté des remontées mécaniques. Donc, cette valeur économique forte qui est là, on la voit, hein, elle est bien présente. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'habitants de la montagne, du silence, si on n'a pas une économie qui est florissante? Donc, ce sont des aspects qui reviennent tout le temps, qui mériteraient d'être posés, je m'excuse, mais je voulais vous donner vraiment une vision un peu générale. Et cet aspect du silence est vraiment fondamental,
parce que c'est une des constructions fondamentales de la montagne. Le silence des montagnes qui va avec cette idée du sublime, qui va avec cette symbolique de la montagne. On parlait juste avec un collègue des alpinistes, de cette idée du silence dans les cimes, etc. Et donc, il y a cette vision de la construction du silence externe, et on a le silence, pour certains, qui est un silence de désarroi, qui est un silence d'abandon. C'est-à-dire que c'est un silence qui a tout un autre sens. Cela signifie que la montagne a été abandonnée. Et donc, autour du silence, en effet, on peut travailler beaucoup et développer toute une série d'entrées en lien avec cette idée de sonorité. Qu'est-ce que le silence de la montagne? Comment on l'interprète? Puisque le silence, disons, sauf dans une chambre anéchoïque, n'existe pas, qu'est-ce que sont les sonorités qui nous font quand même dire qu'il y a du silence? Tandis qu'il y en a d'autres qui nous font dire qu'il n'y a absolument pas de silence. Et c'est un aspect qui pour moi est très intéressant parce qu'on voit qu'encore une fois, si on regarde l'externe et l'interne, on a souvent des points d'ouïe qui sont différents. Et même si on regarde l'évolution dans le temps, donc l'évolution sur le long du XXe siècle, on a des sensibilités qui changent complètement par rapport à ça. D'ailleurs, ce qui m'intéresse autour aussi du silence, non mais je reviens plus tard. Voilà. En effet, ce qu'il faut savoir, on vient de parler de l'Himalaya ce matin, ce qu'il faut savoir, c'est que les Alpes sont, disons, très anthropisées, on le sait. Et donc l'aspect de l'anthropophonie est très présent par rapport à d'autres montagnes. Et là, c'est le cas d'un entretien qui a été mené, c'est un des premiers entretiens dans un projet qui était, lui, pionnier. C'est un projet des années 90 par un géographe qui a été mené en Suisse et qui a interviewé des personnes par rapport aux sonorités de leur région. Et dans ce cadre-là, nous sommes à Lourtier, donc dans le Val-de-Bagne, en Valais, donc on n'est pas dans une ville, mais la personne qui habite là-bas a vécu une expérience en Himalaya, elle a été étonnée. Parce qu'en effet, disons, son environnement alpin ne correspond pas à un autre environnement de montagne. Et donc, en effet, on voit là que les Alpes, on le sait bien, il y a les axes nord-sud qui sont très présents. Il y a des études qui ont été faites sur la pollution sonore dans les Alpes, qui est très importante. Donc, en effet, malgré toute cette construction, c'est un lieu très anthropisé avec tout ce que cela comporte à niveau de sonorité. Mais encore une fois, il s'agit là de prendre en considération le point d'ouïe, c'est-à-dire quelle est notre perception de sonorité. Et là, il y a des pistes tout à fait intéressantes que j'aimerais bien proposer, mais vraiment en quelques mots. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de pratiques très importantes à niveau alpin qui se mettent en place parce que la géomorphologie est celle des montagnes, et donc on a toute une série de pratiques sonores qui se mettent en place, qui sont là depuis longtemps. Là on pense aux sonneries, aux sonnettes des vaches par exemple, mais il y a toute une série de chants qui sont là et qui ont le mérite aussi de permettre la communication. On a le langage sifflé qui est là aussi et qui permet une certaine communication. Donc il y a toute une série de pratiques sonores à étudier et qui sont en lien vraiment avec la géomorphologie de la région et qui sont tout à fait intéressantes et qui ont du sens pour les gens qui les pratiquent. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un changement qui est en train de se faire et qui amène d'autres pratiques en lien avec les bruits. Alors là, on a une pratique typique qui est celle de la gestion des lys, donc de la gestion de l'eau, un métier qui est très connu dans certaines régions alpines et qui nécessite aussi
d'avoir des compétences en lien avec lui. Et puis on a un changement qui est fondamental et qui va